Ça faisait 10 minutes que j'étais en pause déjeuner quand ma vie s'est dissoute en pixels sur un écran. J'ai ouvert mon application bancaire, juste un geste machinal pour virer ma contribution mensuelle sur le compte d'épargne pour les études de médecine de Camille. Le chiffre qui s'est affiché n'était pas 260 000 euros. C'était 0. Tout rond. Une seule notification clignotait en rouge. Virement autorisé par Éléonore. Ma mère. Avant même que je puisse reprendre mon souffle, un SMS a glissé sur l'écran. C'était elle. On investit sur l'enfant qui a vraiment un avenir. Ne fais pas de scène. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai même pas répondu. La panique, c'est pour les gens qui n'ont pas de plan, et à cet instant précis, le brouillard dans mon cerveau s'est dissipé pour laisser place à une concentration absolue, cristalline. J'ai rangé mon téléphone, je suis allée au poste des infirmières et j'ai dit à ma surveillante que j'avais une urgence familiale. Ce n'était pas un mensonge. L'urgence, c'était que ma famille venait de me déclarer la guerre. Le trajet vers la maison s'est fait dans le silence. Pas de radio, pas de podcast. Juste le ronronnement du moteur et un calcul froid qui tournait dans ma tête. Ma mère pensait m'avoir mis échec et mat. Elle pensait qu'en prenant l'argent maintenant, à quelques semaines du mariage, je serais forcée d'accepter la perte pour sauver les apparences. Elle misait sur mon silence. Elle misait sur le fait que j'étais celle qui répare tout, celle qui arrondit les angles et préserve la réputation de la famille. Elle a oublié une chose. Quelqu'un qui répare les structures sait exactement où se trouvent les failles. Parce que c'est elle qui les maintient debout. Je suis entrée dans mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise à la table de la salle à manger. J'ai ouvert mon ordinateur. Mes doigts ne tremblaient pas. Je me suis connectée au cloud de la famille. C'est moi qui l'avais mis en place il y a 5 ans. Je gérais les mots de passe. J'organisais les dossiers. J'étais l'administratrice. J'ai double-cliqué sur le dossier intitulé Mariage royal de Chloé. À l'intérieur, il y avait des sous-dossiers pour chaque prestataire, chaque contrat, chaque acompte. Et là, sous mes yeux, se trouvait le levier que ma mère m'avait offert sur un plateau d'argent. Parce qu'Éléonore n'aimait pas gérer le personnel ou les portails en ligne compliqués, elle m'avait chargé de tout réserver. Mon adresse email était sur tous les comptes. Mon nom était le contact principal. Ma signature figurait sur les clauses de responsabilité. J'ai commencé par le traiteur. La politique d'annulation exigeait un préavis de 48 heures pour un remboursement partiel. Ils avaient 3 semaines. J'ai cliqué sur le lien. Motif de l'annulation, j'ai tapé « Retrait de financement pour cause de fraude ». Clic envoyé. Ensuite, le fleuriste. 9 000 euros d'hortensia blanc emportés. J'ai ouvert le contrat. J'ai cliqué sur résilier le service. Puis, le domaine. Ce château historique qui coûtait plus cher que ma première voiture. C'était la pièce maîtresse du fantasme de Chloé. Je suis allée dans la section facturation. L'acompte avait été payé, mais l'assurance était à mon nom. J'ai révoqué la police et envoyé un avis formel au gestionnaire du domaine indiquant que le garant principal retirait son soutien financier avec effet immédiat. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction de bilan comptable. Ils ont pris l'avenir de ma fille pour payer une fête? Très bien. Je liquidais simplement la fête pour récupérer la perte. J'ai regardé les emails de confirmation tomber, un par un. Annulation confirmée. Remboursement initié. Service résilié. Il m'a fallu exactement 14 minutes pour démanteler ce qu'ils avaient mis 14 mois à construire. J'ai refermé l'ordinateur. La pièce était calme. L'argent n'était pas encore revenu sur le compte de Camille, mais l'hémorragie était stoppée. Et le mariage? Ce n'était plus qu'une robe et une illusion. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai attendu. Je savais que le silence ne durerait pas longtemps. Les gens demandent comment on peut laisser quelqu'un vous voler près de 300 000 euros sans s'en apercevoir. Ils pensent qu'on est stupide, ou négligente, ou incroyablement riche. Ils ne comprennent pas que dans une famille comme la mienne, le vol ne se produit pas d'un coup. Ça se fait par petits morceaux, en prêt temporaire, en chantage affectif déguisé en urgence. Assise dans le silence de mon salon, alors que l'éclat de l'écran s'estompait, j'ai pensé aux perles. C'était celle de ma grand-mère. Un double rang de perles d'aquaya avec un fermoir en diamant, la seule chose de valeur qu'elle m'avait laissée à sa mort. J'avais 22 ans, j'étais fraîchement diplômée et enceinte de Camille. Son père était parti, mon compte en banque était vide et j'étais terrifiée. J'ai apporté ces perles chez un bijoutier de luxe en centre-ville. Je me souviens de mes mains qui tremblaient en les lui donnant. Je ne les ai pas vendues pour acheter un berceau ou des couches. Je les ai vendues pour ouvrir le compte d'épargne pour les études de médecine.
J'ai déposé exactement 4 000 €. C'était la graine. Pendant 18 ans, j'ai arrosé cette graine. J'ai enchaîné les gardes à la clinique. J'ai pris des patients à domicile le week-end. Je conduisais une vieille citadine de 10 ans pour maximiser les intérêts. Et pendant que je construisais cet avenir, mes parents érodiaient mon présent. Ça a commencé doucement. Léa, chérie, les cotisations du club sont en retard, juste le temps que la retraite de ton père arrive. Puis c'est devenu plus important. Il faut refaire la toiture de la maison de campagne, sinon les impôts vont nous tomber dessus. Chloé a besoin d'une voiture sûre. J'ai payé. J'ai toujours payé. Parce que dans notre milieu, on ne parle pas d'argent, et on n'admet certainement pas qu'on est fauché. Mes parents étaient des aristocrates déchus vivant sur un budget de mendiant mon budget. Je me suis souvent demandé pourquoi je le faisais. Pourquoi je faisais chèque après chèque à des gens qui critiquaient mes vêtements de travail terne alors qu'ils portaient des tenues que je payais. Les psychologues appellent ça le piège de la cruauté normalisée. C'est un mécanisme où un comportement anormal et abusif devient votre réalité de base parce que c'est tout ce que vous avez connu. C'est comme vivre dans une maison avec une fuite de gaz lente. Au début, vous le sentez. Vous savez que c'est dangereux. Mais après un certain temps, votre cerveau s'habitue. Vous ne sentez plus le danger. Vous commencez à penser que les maux de tête et les nausées sont juste le cours normal de la vie. On m'avait conditionné à croire que ma valeur dans cette famille était transactionnelle. Le rôle de Chloé était d'être belle et charmante. Le mien était d'être utile. Je pensais que si je payais assez de factures, si je résolvais assez de crises, je finirais par acheter leur amour. Je pensais que mon utilité était le loyer que je devais payer pour avoir une place dans leur vie. Mais en regardant ce solde vide sur mon écran, la fuite de gaz s'est enfin arrêtée. J'ai réalisé que je n'achetais pas leur amour. Je finançais leur délire. Ils ne me voyaient pas comme une fille. Ils me voyaient comme une ligne de crédit illimitée. Ma mère n'a pas volé cet argent parce qu'elle était désespérée. Elle l'a volé parce qu'elle pensait y avoir droit. Dans son esprit, mon argent était l'argent de la famille, et la famille, c'était son image de marque. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. Le soleil se couchait sur la ville, projetant de longues ombres. J'ai ressenti un poids étrange et froid dans ma poitrine. C'était la mort de l'espoir. L'espoir qu'un jour ils me disent merci et le pensent vraiment. Cet espoir était parti, remplacé par la clarté terrifiante de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. J'avais été le portefeuille invisible pendant 18 ans. Mais les portefeuilles ne parlent pas. Ils ne se défendent pas. Et ils n'appellent certainement pas la police. Demain, ils allaient apprendre que je n'étais plus un objet. Je pensais avoir l'avantage de la surprise. Je pensais qu'en agissant en silence, je contrôlais l'échiquier. Mais j'avais oublié que ma mère n'a pas besoin de faits pour gagner une guerre. Elle a seulement besoin d'un public. Le lendemain matin, mon téléphone n'a pas sonné pour des excuses. Il a vibré pour un autre type de notification. Un SMS de Madame de Varenne, la présidente du comité de quartier et la meilleure ennemie de ma mère. Léa, ma chère, Éléonore a mentionné que tu traversais une crise psychologique. Si tu as besoin d'une recommandation pour un thérapeute discret, fais-le-moi savoir. Nous prions tous pour toi. J'ai fixé l'écran. Une crise psychologique. Puis un autre message d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. La jalousie est un poison, Léa. Ne gâche pas le moment de Chloé juste parce que tu es seule. La réalisation m'a frappée comme une douche froide. Éléonore savait. Elle avait vu les annulations. Mais au lieu de paniquer, elle avait pivoté. Elle n'essayait pas de réparer les dégâts. Elle détruisait préventivement ma crédibilité. Elle me peignait comme la grande sœur instable et aigrie qui s'en prend à l'enfant chéri. C'était une campagne de calomnie classique vicieuse, invérifiable et absolument fatale pour une réputation. Je n'avais même pas encore tiré la première salve publique qu'elle m'avait déjà désarmée. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine, regardant les messages défiler. Ils étaient agressifs sous couvert de préoccupation. C'était du harcèlement moral utilisé comme une arme à l'échelle de toute la communauté. Elle m'isolait. Elle s'assurait que lorsque je dirais enfin la vérité, tout le monde ne verrait que les délires d'une femme brisée. Mais le coup de grâce n'est pas venu d'un étranger. Il est venu d'Éléonore elle-même. Un message photo s'est affiché. C'était une photo de fiançailles professionnelles, prise récemment. Chloé posait dans le jardin, riant, la tête renversée avec cette insouciance que seuls ceux qui n'ont jamais payé une facture peuvent avoir. Et là, autour de son cou, il y avait les perles. Les perles d'Aquaya de ma grand-mère. Celles que j'avais vendues il y a 18 ans. Celles qui étaient censées avoir disparu, converties en fondation pour l'avenir de Camille. Mon souffle s'écoupait. Ma mère n'avait pas seulement utilisé l'argent volé pour les fleurs ou le traiteur. Elle avait retrouvé le bijoutier.
Elle avait racheté le collier que j'avais sacrifié. Elle avait pris le symbole de mon amour pour ma fille et l'avait drapé autour de son enfant préféré comme un trophée. La légende sous la photo était courte, enfin au cou d'une vraie dame. Ce n'était pas seulement un vol d'argent. C'était un vol d'histoire. Elle réécrivait le récit, effaçait mon sacrifice et couronnait Chloé comme l'héritière légitime d'un héritage qu'elle n'avait pas mérité. J'ai touché l'écran, traçant la courbe des perles. Ma colère est devenue froide. Elle s'est solidifiée en quelque chose de dur et de lourd dans mes tripes. Ce n'était plus une question de mariage. Ce n'était même plus une question d'argent. C'était une tentative de m'effacer complètement. Elle voulait faire de moi la méchante? Très bien. Je serais la méchante. Mais je ne serais pas du genre à hurler et à pleurer. Je serais du genre à apporter les preuves. J'ai pris mes clés. Il était temps d'arrêter de jouer la défense. J'avais besoin de faire appel à des professionnels. Nicolas était assis en face de moi à une table en verre. Ce n'était pas seulement un vieil ami. C'était un expert comptable judiciaire spécialisé dans les divorces de grande fortune. Il ne s'occupait pas des on-dit. Il s'occupait des virements bancaires et des adresses IP. C'est moche, Léa, dit-il en tournant son moniteur pour que je voie la toile d'araignée de transactions qu'il avait déjà tracée. Mais ce n'est pas seulement du vol. C'est un abus de faiblesse sur personnes âgées. Il pointa une série de virements du fonds de pension de mon père vers le compte privé d'Éléonore, le même compte utilisé pour racheter les perles. Elle vide Jean-Pierre aussi. Si on dépose une plainte, tu ne réclames pas seulement ton argent. Tu allègues qu'elle abuse financièrement d'un senior vulnérable. Ça implique un signalement obligatoire au procureur. J'ai regardé les chiffres. Mon père, le complice passif, se faisait dépouiller exactement comme moi. Il n'avait juste pas le courage de vérifier ses comptes. Rédige-le, dis-je. Prépare l'assignation. Abus de confiance, fraude, enrichissement sans cause. Je veux que le langage soit violent. Je veux qu'elle sente les menottes en le lisant. Nicolas hocha la tête et commença à taper. Le son de son clavier mécanique était la seule musique dont j'avais besoin. Nous utilisions le système judiciaire pour faire ce que mon père n'avait jamais pu faire. L'arrêter. Puis, mon ordinateur a émis un bip. Une notification de mail sécurisé. J'ai froncé les sourcils. L'adresse de l'expéditeur était cryptée, mais l'objet m'a glacé le sang. Je sais ce qu'elle a fait. J'ai cliqué. Ce n'était pas un avocat. Ce n'était pas un membre de la famille. C'était Thibault, le fiancé de Chloé, l'héritier d'une vieille famille bordelaise, l'homme que ma mère avait passé 2 ans à courtiser pour qu'il épouse Chloé. Le corps de l'email était court. Léa, j'ai audité le budget du mariage hier. J'ai trouvé 3 factures pour la compte du domaine. Une de toi, une de mes parents, et une d'Éléonore. Elle a collecté l'argent de nous 3, a payé le domaine une seule fois et a empoché la différence. J'ai creusé davantage. C'est une pyramide de Ponzi, Léa. Elle paie la fête de fiançailles avec l'argent du fleuriste, et le fleuriste avec ton épargne. Mon souffle s'est bloqué. Il savait. Mais ce n'est pas pour ça que je t'écris, continuait l'email. J'étais à la maison la semaine dernière. J'ai accidentellement laissé mon dictaphone allumé après une réunion avec ton père. Écoute la pièce jointe. J'ai cliqué sur le fichier audio. La voix de ma mère a rempli la pièce, nasillarde mais reconnaissable entre mille. Léa ne remarquera rien, Jean-Pierre. Arrête de pleurnicher. J'ai signé les formulaires de procuration à sa place. Je me suis entraînée à imiter sa signature pendant 3 heures. La banque pense qu'elle m'a autorisé à gérer le compte il y a des années. C'est fait. On prend l'argent, on paie le mariage, et une fois que Chloé sera mariée à Thibault, l'argent de sa famille couvrira le trou avant même que Léa ne vérifie son solde. Le silence est retombé dans la pièce. Nicolas a arrêté de taper. Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Ce n'est pas une fraude civile, Léa, dit-il doucement. C'est du faux et usage de faux au niveau pénal. C'est de l'usurpation d'identité. C'est un crime passible de prison ferme. J'ai fixé l'écran. Ma mère n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait commis un crime qui pourrait la mettre derrière les barreaux pour 10 ans. Elle avait parié sa liberté sur l'hypothèse que j'étais trop stupide pour voir et trop faible pour agir. Thibault terminait son email par une seule ligne. Je n'ai pas encore prévenu Chloé. Je voulais que tu aies les munitions d'abord. Brûle tout. J'ai ressenti une sensation étrange. Ce n'était pas du triomphe. C'était le poids lourd et solide d'un pouvoir absolu. Pendant 18 ans, ma mère avait détenu les clés de ma réalité. Elle contrôlait le récit. Elle contrôlait la famille. Elle contrôlait l'argent. Mais en un clic, le pouvoir avait basculé. Je n'avais plus seulement un procès. J'avais une ogive nucléaire. J'ai regardé Nicolas. Imprime tout.
L'audit, l'email, la transcription de l'enregistrement. Mets tout ça dans une chemise rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Nicolas, alors que l'imprimante se mettait en marche. Je me suis levée, lissant les plis de ma blouse d'infirmière. Ce soir, c'est le dîner de répétition. Ma mère pense qu'elle va assister à un couronnement. Je vais lui montrer que c'est une exécution. L'air au dîner de répétition était chargé du parfum délice et des parfums coûteux. Éléonore n'avait pas regardé à la dépense. Le château brillait dans le crépuscule, monument d'un passé qui ne lui appartenait pas, loué pour une nuit pour prouver qu'elle était arrivée au sommet. Je suis entrée avec mes vêtements de travail, ma blouse bleu marine et mes chaussures confortables. Je ne m'étais même pas coiffée. Je ressemblais à ce que j'étais, une femme qui venait de finir une garde de 12 heures à soigner des gens, faisant éruption dans un fantasme construit sur le vol. Le brouhaha s'est arrêté instantanément. Le silence est parti de la porte et s'est propagé comme une onde jusqu'à ce que le seul son soit le cliquetis des couverts et le bourdonnement lointain de la rivière. Éléonore m'a repérée. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle avait l'air agacée, comme si j'étais une tache sur sa nappe. Elle s'est avancée vers moi, 2 agents de sécurité la suivant comme des chiens obéissants. Léa sifflait-elle, la voix basse mais avec ce tranchant dangereux qu'elle utilisait quand elle voulait blesser. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sécurité, escortez-la dehors. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas sourcillé. J'ai juste tendu la chemise rouge. Tu peux me faire sortir de force, dis-je, d'une voix assez calme pour glacer le sang. Mais la gendarmerie est déjà sur le parking. Et dès que je franchis ces portes, je leur remets ce dossier. Éléonore s'est arrêtée. Ses yeux sont passés de la chemise à mon visage. Elle a ri, un son sec et nerveux. Ne sois pas dramatique. Qu'est-ce que c'est? Une autre facture que tu veux que je paie? C'est un audit judiciaire, dis-je. Et la transcription d'un enregistrement. Celui où tu admets avoir imité ma signature sur un document fédéral. Le sang a quitté son visage si vite que c'en était presque magique. Elle m'a arraché le dossier des mains et l'a ouvert brusquement. J'ai regardé ses yeux parcourir les pages. J'ai vu la réalisation la frapper. Ce n'était pas juste des chiffres. C'était une cage. Usurpation d'identité, continuai-je, en élevant la voix juste assez pour que les invités des tables proches entendent. Fraude bancaire. Abus de faiblesse. Minimum 10 ans de prison, maman. À moins que... Elle a levé les yeux, ses mains tremblant si fort que les papiers s'entrechoquaient. À moins que quoi? À moins que tu ne signes l'acte de transfert de ce domaine au nom du Fonds d'études de médecine. Maintenant. Ce soir. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. C'est le lieu de réception de Chloé. C'est notre héritage. Ce n'est pas ton héritage, dis-je. C'est un décor de théâtre que tu as acheté avec de l'argent volé. Et maintenant, le loyer est dû. J'ai sorti un stylo de ma poche et je lui ai tendu. Signe le transfert. Ou pars avec les menottes. Ce sont tes seules options. La pièce était plongée dans le silence. Chloé regardait, la bouche ouverte. Jean-Pierre fixait ses chaussures. Les invités observaient, fascinés, l'effondrement de la grande Éléonore. Elle a regardé les gardes, puis les invités, puis le dossier. Elle a réalisé qu'aucune opération de charme ne pourrait arranger ça. Aucun mensonge n'était assez grand pour couvrir la vérité qu'elle tenait entre ses mains. Lentement, d'une main tremblante, elle a pris le stylo. Elle a signé. Alors que l'encre séchait, j'ai ressenti une sensation étrange. Ce n'était pas de la joie. C'était le sentiment d'un manteau trop lourd qui glisse enfin de mes épaules après un long hiver glacial. Les gendarmes s'en vont, dis-je en récupérant le dossier. Et moi aussi. Profite bien de la fête, maman. C'est la dernière que tu organiseras. Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce que je laissais derrière moi, un champ de ruines qu'elle avait elle-même créé. J'ai repris mon téléphone et rouvert l'application bancaire. Le solde du compte de Camille indiquait 0,00. Mais cette fois, je ne regardais pas une perte. Je regardais la raison d'un nouveau départ. L'historique des notifications montrait que les fonds avaient été transférés à nouveau. Le montant total, plus les intérêts. C'était un virement provenant de la vente du domaine. J'ai cliqué sur les détails de la transaction. La note jointe était simple, pour Camille. Je t'aime, maman. Ce n'était pas des excuses de ma mère. Ce n'était pas une offre de paix de mon père. C'était le fruit de mon propre travail, de ma propre stratégie, de mon refus d'être une victime. J'ai regardé Camille, qui était assise par terre dans notre nouvel appartement, entourée de cartons de livres de médecine. Elle a levé les yeux et a croisé mon regard. « Maman ?» demanda-t-elle. « Tout va bien. » J'ai souri. « Oui, chérie.
Tout est parfait. Je me suis approchée et je me suis assise à côté d'elle. J'ai quelque chose à te dire. Je lui ai parlé du conte, du vol, du procès et de la vente du château. Je lui ai tout dit. Elle a écouté en silence, les yeux grands ouverts. Quand j'ai fini, elle est restée muette un long moment. Tu as fait tout ça. Pour moi, murmura-t-elle. Je l'ai fait pour nous, dis-je. Parce qu'on mérite mieux. Parce que l'amour, ce n'est pas le sacrifice. C'est la protection. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un petit écrin de velours. À l'intérieur se trouvaient les perles. Je les avais rachetées à Chloé avant qu'elle ne quitte la ville. Elle avait plus besoin d'argent que d'un symbole. C'était celle de ton arrière-grand-mère, dis-je en attachant le fermoir autour du cou de Camille. Elle devait être ton héritage. Maintenant, elles le sont. Camille a touché les perles, les yeux pleins de larmes. Merci, maman. De rien, ma puce. Je les serrai fort contre moi. J'avais brisé le cycle. J'avais réécrit la fin de l'histoire. Plus tard dans la nuit, après que Camille soit allée se coucher, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin. Les lumières de la ville scintillaient sous mes pieds. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à maman. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur supprimer. Confirmer la suppression? Oui. Le nom a disparu de mon écran. C'était un petit geste, quelques pressions du doigt. Mais à cet instant, c'était l'acte final d'une révolution. J'ai bu une gorgée de vin et j'ai regardé la lune. Elle était pleine et brillante, éclairant le chemin devant moi. Le silence de la nuit n'était plus pesant. Il était paisible. Il était à moi. Partagez cette histoire si vous pensez que le premier devoir d'une mère est de protéger son enfant, même contre ses propres parents. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de justice.